le clignotant s'est mis à battre à gauche, sauf que mon école était à droite. C'est là que j'ai compris. Rick Thorburn ne m'emmenait pas en cours. Il m'emmenait vers ma propre fin. Je m'appelle Tia Palmer. J'ai 12 ans. Et ce matin du 30 octobre 2015, toute l'Australie bientôt va croire qu'une petite fille a disparu sur le chemin de l'école. La police va chercher un prédateur. Ils vont fouiller des rues, des forêts, des autoroutes entières, sans comprendre que le monstre est déjà au volant. Rick Thorburn était mon père d'accueil, ancien policier auxiliaire, respecté, le genre d'homme qui savait exactement comment parler aux enquêteurs. Mais quelques jours plus tôt, Rick avait appris quelque chose, un secret caché dans sa propre maison, un secret capable de détruire son fils. Et ce matin-là, pour protéger sa famille, Rick avait déjà préparé des sacs poubelles dans le coffre. Ce que les experts retrouveront plus tard dans la vase d'une mangrove va faire tomber tout son mensonge et révéler ce qui est vraiment arrivé. Quand on grandit dans les familles d'accueil, on apprend vite à observer les adultes. Le ton d'une voix, le bruit des pas dans un couloir, le silence pendant les repas. On apprend surtout à ne pas déranger. Parce qu'un enfant placé comprend très tôt une chose. Une famille peut vous renvoyer. Alors, on fait attention à tout. Chez les Thorburn, au début, tout paraissait normal. La maison était grande, toujours propre, la pelouse parfaitement coupée. Rick donnait vraiment l'image du père sérieux, strict mais stable. Et quand on a connu plusieurs foyers, la stabilité ressemble presque au bonheur. Je voulais croire que j'avais enfin trouvé une vraie famille. Mais certaines maisons cachent des fois des choses, et le pire, c'est qu'au début, on sent juste que quelque chose cloche, sans réussir à expliquer quoi. Chez les Thorburn, il y avait des moments étranges, des regards qui duraient un peu trop longtemps, des silences soudains quand j'entrais dans une pièce, des portes qui s'ouvraient tard la nuit. Je faisais semblant de ne rien remarquer. Parce qu'à 12 ans, on préfère souvent se convaincre que tout va bien, même quand on a peur. Trent était l'un des fils de la famille. Au début, il était gentil avec moi. Plus gentil que les autres d'ailleurs. Il venait me parler de temps en temps quand j'étais seule. Il me faisait rire. Et puis, les choses ont changé lentement, très lentement. Assez lentement pour que je comprenne même quand la frontière avait disparu. Certaines nuits, j'entendais ses pas dans le couloir. Je retenais ma respiration. Et puis j'attendais. Parfois il passait devant la porte. Parfois il rentrait alors que je ne le souhaitais pas. Parfois il passait son chemin et je ressentais du soulagement. Le pire dans tout ça, c'était le lendemain matin. Le petit déjeuner normal, la télévision allumée, Rick lisant lentement, tranquillement, son journal, comme si rien n'existait, comme si toute la maison avait décidé de regarder ailleurs. Et puis, à l'école, j'ai commencé à changer. Je parlais moins.
Je restais seule pendant les pauses. Mes notes ont chuté. Une amie m'a demandé un jour « Ça va chez toi ?» J'ai répondu oui, trop vite. Et parfois, des phrases sortaient toutes seules, des morceaux de vérité, des choses qui inquiétaient les adultes. Les services sociaux ont fini par être alertés. Une inspection surprise était prévue la semaine suivante. Un entretien seul à seul avec moi. Sauf que Rick l'a appris. Et c'est probablement à ce moment précis que tout s'est joué. Parce que Rick, lui, il connaissait le système. Il savait ce qu'un enfant pouvait raconter pendant un entretien. Il savait ce que la police trouverait ensuite. Et surtout, il savait ce qui arriverait à son fils. Alors, dans sa tête, je suis devenue un danger. Le vendredi 30 octobre 2015, je me réveille avant le lever du soleil. Uniforme scolaire bleu et noir, sac préparé, même routine que d'habitude. Mais ce jour-là, quelque chose est différent. Dans la cuisine, l'ambiance est lourde. Personne ne parle vraiment. Rick évite mon regard. Et puis, il dit calmement « Je vais t'emmener au collège aujourd'hui ». Ce n'était pas habituel. Je remarque aussi autre chose. Ses mains tremblent légèrement quand il prend ses clés. Juste un peu, mais assez pour que je le voie. Je monte donc dans la voiture. Portière, ceinture, le bruit du verrou automatique, et puis on démarre. Au début, tout paraît normal. Les mêmes rues, les mêmes feux rouges, les mêmes bus scolaires remplis d'élèves. Je regarde par la fenêtre et puis je remarque que Rick ne parle pas. Pas un mot, même pas la radio, seulement le moteur. Et puis ses doigts serrés autour du volant. Je tente quand même. « Tu commences plus tard aujourd'hui ?» Aucune réponse. Il continue de conduire, les yeux fixés devant lui. Alors, je regarde la route à mon tour. Et puis, on approche du collège. Quelque chose me paraît mauvais, je ne sais pas pourquoi. Je le sens, juste. On arrive près de l'école, je prends mon sac. Je suis prête à descendre, et puis la voiture accélère. Pas de frein, pas de ralentissement, le clignotant part à gauche, sauf que l'école est à droite. Je tourne la tête vers Rick. Rick, on a dépassé le collège. Toujours rien, même pas un regard. Juste ses mains qui serrent encore plus fort le volant. Et là, je comprends. Mon ventre se vide d'un coup. L'air devient bizarre dans la voiture. Je regarde derrière nous. L'école disparaît lentement dans le rétroviseur. Et plus personne autour de nous ne sait où je suis. La ville s'éloigne rapidement. Les maisons deviennent de plus en plus rares. Puis les routes aussi. Je regarde discrètement la poignée de la portière, verrouillée. Je prends alors mon téléphone, plus de batterie. Je commence à respirer plus vite. Rick continue de rouler, silencieux, comme s'il avait répété ce trajet dans sa tête. Et puis il quitte la route principale
chemin de terre, arbres, boue. Plus aucun autre véhicule. Je sens maintenant la peur partout dans mon corps. Je regarde Rick encore une fois. Et cette fois, je vois quelque chose dans son visage. Pas de colère, pas de panique, juste une décision déjà prise. Le moteur s'arrête. Le silence devient immense. J'entends seulement les oiseaux dehors. Et puis Rick se tourne vers moi. Et là, je comprends que je ne rentrerai jamais. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas besoin d'être raconté dans les détails. Rick était tout simplement plus fort que moi. Et surtout, il avait décidé depuis longtemps de ce qu'il allait faire. Quand tout est devenu noir, la seule chose qui restait pour Rick, c'était les preuves. Parce qu'un ancien policier sait une chose, un meurtre, ce sont des traces. Alors, il agit méthodiquement, il enlève mon uniforme, mes chaussures, mon sac, mes bijoux, tout part dans des sacs poubelles. Puis il reprend la route, direction la rivière Pimpama. Un endroit isolé, entouré de mangroves épaisses, de l'eau sombre, de la vase. Un endroit où il pense que la nature effacera le reste. Mais la nature, elle, garde toujours quelque chose. Quelques heures plus tard, le collège appelle la maison. Je ne suis jamais arrivée en cours. Eric devient immédiatement un autre homme. Voix inquiète, respiration contrôlée. Le père paniqué. Il appelle lui-même la police. Il explique qu'il m'a déposé devant l'école vers 8h15. Qu'il m'a vu marcher vers les grilles, puis repartir. Bref, version simple, claire, crédible. Le pire, c'est que ça fonctionne. Pendant plusieurs jours, toute l'Australie pense qu'un prédateur rôde autour du collège. Les médias diffusent ma photo partout. Rick participe même aux recherches. Il parle aux journalistes. Il marche avec les bénévoles. Il serre des mains. Il remercie même les gens. Il regarde les caméras avec les yeux d'un homme épuisé. Mais personne ne voit encore le monstre. Mais les enquêteurs vérifient toujours les détails. Toujours. Et un détail commence à déranger la brigade criminelle. Les caméras qui sont autour du collège ont filmé les voitures ce matin-là. Les bus, les parents, les professeurs, tout le monde apparaît. Sauf Rick. Sa voiture n'existe sur aucune caméra. Et ça, ce n'est pas normal. Les policiers décident alors de creuser discrètement, parce que Rick connaît très bien les procédures. S'il comprend qu'il est suspecté trop tôt, il pourrait détruire d'autres preuves. Alors, les enquêteurs avancent lentement, en silence. Ils récupèrent les données GPS de la voiture. Et là, tout bascule. La voiture n'est jamais allée au collège. Le GPS montre une trajectoire complètement différente. Un long trajet vers le sud, des routes isolées, puis un trajet prolongé vers la rivière Pimpama. Les policiers comprennent immédiatement qu'ils ont affaire à quelqu'un de dangereux. Mais Rick fait encore une erreur, une énorme erreur. Le jour même de ma disparition,
Il nettoie sa voiture dans une station de lavage. Les caméras le montrent en train de frotter l'intérieur avec frénésie, les sièges, les tapis, le coffre. Il utilise même des produits chimiques, de l'eau à haute pression, comme si quelque chose devait disparaître absolument. À partir de là, les enquêteurs savent presque déjà. Mais il leur manque encore une chose essentielle, mon corps. Sans corps, un dossier de meurtre peut s'effondrer. Eric le sait parfaitement. Puis l'enquête ralentit brutalement. Des témoins disent avoir vu une jeune fille rousse marcher près d'une autoroute. La police déploie des équipes, des hélicoptères. Des recherches immenses commencent ailleurs. Pendant plusieurs jours, le doute revient. Et pendant ce temps, quelqu'un essaye aussi d'effacer les preuves numériques. Les enquêteurs découvrent que les messages entre Trent et moi ont disparu. Plus de Facebook, Snapchat, Cloud, tout nettoyé. Quelqu'un a essayé de faire disparaître notre histoire. Mais les experts cyber continuent, jour et nuit. Ils tentent de récupérer les données supprimées. Et plus ils avancent, plus ils comprennent l'horreur de ce qui se passait dans cette maison. Les messages parlent de peur, de secret, de pression, d'un enfant qui ne sait plus quoi faire. Le mobile du crime apparaît enfin. Et les policiers comprennent pourquoi Rick voulait me faire taire avant l'entretien des services sociaux. Le 5 novembre 2015, 3 pêcheurs naviguent près des mangroves de la rivière Pimpama. L'un d'eux aperçoit quelque chose coincé dans les racines, une forme immobile. Alors la police arrive rapidement. Quelques heures plus tard, mon identité est confirmée. L'autopsie conclut à une strangulation. Mais ce qui détruit définitivement Rick Thorburn, c'est la boue. Les experts analysent les micro-algues et les sédiments retrouvés sur mon corps. Puis ils les comparent à ceux retrouvés sous sa voiture. Correspondance parfaite. Même vase, même rivière, même mangrove. La nature vient de parler. Et cette fois, Rick ne peut plus rien nettoyer. En septembre 2016, la police revient à Chambers Flat. Cette fois, il n'y a plus de questions, seulement des mandats d'arrêt. Rick est arrêté pour meurtre. Mais il n'est pas seul. Le reste de la famille est accusé d'avoir menti et protégé le crime. Parce qu'au fond, tout le monde savait qu'il y avait quelque chose de mauvais dans cette maison. Son fils aussi est arrêté. Tout le monde avait choisi le silence pour protéger le nom des Thorburn. En 2018, Rick Thorburn plaide coupable. Prison à vie, minimum 20 ans. L'affaire est officiellement terminée. Mais moi, je ne suis jamais arrivée au collège ce matin-là. Les gens retiennent souvent le nom des tueurs, leur visage, leurs crimes. Mais derrière chaque affaire, il y a une victime qui disparaît une deuxième fois, oubliée. Alors ce soir, retenez simplement mon nom. Je m'appelais Tia Palmer. C'était Final Witness. Éteignez les lumières et dormez bien.